Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième webinaire de présentation des nouveautés jeunesse de l'automne. Un deuxième volet entièrement consacré aux éditeurs hors Québec, diffusé par Gallimard. Préparer une telle rencontre, c'est plus qu'une centaine d'albums, de documentaires et de romans à lire, à mon plus grand plaisir, évidemment. C'est aussi de nombreux courriels échangés avec des éditeurs, tous plus passionnés les uns que les autres, et des rendez-vous virtuels avec des auteurs inspirants et engagés, des rendez-vous tellement intéressants qu'on souhaiterait qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et enfin, c'est plusieurs heures d'écriture, de café, des doutes, des moments de pur émerveillement et une fébrilité montante au fur et à mesure que les jours avancent. Mais présenter une telle rencontre, c'est aussi faire des choix. Parfois des choix très déchirants. Parce que toutes les œuvres que j'ai explorées au cours des derniers mois auraient mérité une petite place dans notre présentation d'aujourd'hui. Mais bon, je vous ai concocté une petite sélection de mes coups de cœur, des titres qui m'ont semblé porteurs et qui m'ont fait vibrer à la première lecture comme à la 20e. Mon nom est Marlène Landry, déléguée à l'animation et au développement jeunesse chez Gallimard Diffusion, et je suis plus qu'heureuse d'être avec vous ce matin. Vous connaissez la routine. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Il y a une toute belle équipe de gens derrière qui pourront vous répondre. Et je vous rappelle, en fait, que l'enregistrement, que la présentation, en fait, va être enregistrée, que la bibliographie et l'enregistrement vous sera envoyé à la suite de cette présentation. Donc, installez-vous bien. On commence. Et pour bien nous mettre dans l'ambiance, débutons cette matinée en célébrant un anniversaire bien particulier. Gallimard Jeunesse fête cette année ses 50 ans d'existence. 50 ans d'albums et de romans, 50 ans d'auteurs et d'illustrateurs, et 50 ans de milliers de jeunes lecteurs à travers le monde. Et pour nous parler de ce 50e anniversaire et des livres qui marquent cette année festive, j'inviterai Gilles Darouty, qui s'entretiendra avec Edwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse. Merci Marlène. Bonjour Edwige. Bonjour Gilda. Alors, on va ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir. Alors, a priori. Voilà, merveilleux. Bonjour Edwige. Alors, nous sommes très heureux et heureuses de t'accueillir ce matin parce que, comme le disait Marlène, c'est une année forte pour Gallimard Jeunesse, une année d'anniversaire, de 50e anniversaire. Et j'annonce déjà que Edwige sera au Québec à la fin du mois d'octobre et qu'on va organiser une rencontre avec elle pour de vrai. Au cours de cette rencontre, elle nous parlera de l'histoire de Gallimard Jeunesse. Mais ce matin, nous lui avons demandé de nous parler des titres phares, des titres importants de la rentrée de Gallimard Jeunesse. Marlène vous présentera d'autres titres. Mais si tu veux, Edwige, je te céderai tout de suite la parole et tu pourrais commencer à nous parler des titres importants de Gallimard Jeunesse. Merci Gilda et merci aussi de m'accueillir dans cette rencontre en attendant de vous retrouver de visu, ce qui me fait très plaisir comme perspective. En tout cas, vous avez devant vous la couverture d'un album que nous allons sortir à l'occasion de ces 50 ans. Pourquoi avoir fait un album? Pourquoi célébrer ces 50 ans? En fait, c'est important d'examiner le passé pour revigorer le présent et prévoir l'avenir, travailler sur l'avenir. Pas facile aujourd'hui. D'autant moins facile que qui aurait prévu les années de Covid, malheureusement la guerre avec l'Ukraine, avenir difficilement prévisible. Néanmoins, une chose est sûre, si vous voulez, c'est que pour cet avenir et pour le présent, nous devons conserver les valeurs qui font les valeurs du catalogue Gallimard Jeunesse. Quelles sont-elles? La première, c'est évidemment la recherche de la qualité et de l'excellence dans les titres, dans les textes, dans nos contacts avec les auteurs. La deuxième chose,
c'est développer le sens du beau pour mieux séduire les enfants. C'est important si nous voulons les attirer vers le livre et provoquer la rencontre du livre et de l'enfant. Troisième chose, évidemment, création et innovation. Ça, c'est indispensable, sinon nous regarderons les trains passer et il faut bouger. La quatrième chose aussi, c'est répondre aux attentes de ces lecteurs, être à leur écoute et aussi aider les parents comme vous le faites, aider les prescripteurs, aider tout le monde à se repérer dans la production abondante du livre de jeunesse. Et enfin, créer une relation de confiance sur toute la chaîne du livre, que ce soit des auteurs à vous, amis libraires, amis bibliothécaires, quel qu'ils soient, très important. Voilà. Et c'est à travers ces valeurs que nous continuons à travailler au jour le jour et à sélectionner les ouvrages de notre rentrée, sélectionner les titres que je vais vous présenter. Alors, malheureusement, uniquement quelques titres. Vous savez que malgré le fait que nous ayons baissé notre production de 20%, je pense que c'était important pour que nous puissions tous mieux travailler chacun des titres. Malgré le fait d'avoir baissé de 20%, il faut toujours sélectionner et c'est un choix. Comme vous le disiez tout à l'heure, Marlène, un choix cruel. Premier choix, à travers les albums. Léna et le Seigneur des Aménides, vous allez reconnaître les auteurs qui sont Myriam Daman et Nicolas Diard, et les illustrations, bien entendu, de Julia Sarda. Cet album est un enchantement. Myriam et Nicolas s'inspirent des contes traditionnels et en même temps, la nature a beaucoup d'importance pour eux. Ils ont été amenés à écrire ce conte et comme le précédent qui était le Talisman du loup, que vous devez connaître, à partir d'un jeu. Ils ont fait un jeu. Ils ont décidé de prendre 3 thèmes et d'écrire un conte autour de ces 3 thèmes. Alors, la première chose, c'était la forêt. La deuxième chose, c'était des disparitions. Et la troisième chose, un crapaud. Voilà. Donc, à vous de découvrir la suite dans ce magnifique album. Et les illustrations de Julia Sarda s'accordent parfaitement à ce conte. Comme le précédent, elle s'inspire de tapisseries anciennes, elle s'inspire des illustrateurs russes, bien sûr. Elle a beaucoup d'inspiration et elle a un style très particulier qui embellit chaque œuvre, chaque page, chaque double page. Voilà, bonne découverte. Vous devez reconnaître le style de Bryony May Smith et qui revient avec un nouvel album qui est Ma Petite Sorcière. Après d'autres albums, notamment C'est l'automne, Petite Oie, qui vient de succéder au printemps, c'est Petite Oie. Là, Ma Petite Sorcière est dans la lignée de Mon Ami la Licorne, qui était un album qui a marqué tous ces derniers mois. Et voilà un petit aperçu d'une des illustrations. Ce qu'il y a de très extraordinaire, c'est que c'est un album dans lequel il y a beaucoup d'humour. C'est une petite sorcière qui est débutante et qui fait sa première potion magique. Je vous laisse deviner tout ce qu'elle y arrive. Et avant de faire sa première potion, il faut qu'elle aille récolter éventuellement les ingrédients. Ce qui fait qu'elle est amenée à rencontrer des phénix, des monstres sous-marins, et je passe d'autres rencontres. Voilà. En tout cas, très bel album qui développe vraiment l'imaginaire et la créativité des enfants. Gigi Boulet, bien entendu, vous reconnaissez Trotro et Zaza, qui, dans ce cas particulier, cherchent Chouchou le chat. Qu'est-ce qui se passe dans cet album? C'est un grand album, un bel album, avec plus de 36 flaps, dans lequel les enfants pourront développer leur observation et surtout retrouver leur héros fétiche, qui est le petit âne, qui est Trotro. Et maintenant que Trotro a une petite sœur, ce sont de nouvelles aventures. Ce qui est important avec Trotro, c'est que vous n'avez pratiquement pas d'âne comme héros pour les livres pour enfants. Voilà, donc il est très unique et il est très attachant. Je pense que après Trotro, la littérature, je fais un grand écart et je retourne vers la littérature.
avec notamment le 3e volume d'Audrey Alouette dans la série des Magic Charlie, qui est le 3e et version, enfin, qui est le 3e et l'aboutissement de l'aventure. Comme vous savez, Charlie a une affection particulière pour sa grand-mère. Il découvre que c'est une sorcière. Et là, il veut absolument, dans cet album et tout au long de ses aventures, sauver sa grand-mère. Et s'il veut la sauver, ce qui lui permettra de se sauver lui-même, évidemment, il va avoir des aventures terribles et il va être obligé de devenir lui-même magicien. Voilà. Donc, on retrouve tout le style d'Audrey Alouette, tout son talent, toute son inscription dans la suite de différents, évidemment, Harry Potter, mais pas que Harry Potter. Elle a aussi beaucoup d'autres héros qu'elle aime particulièrement et qu'elle affectionne. Je vous laisse les découvrir. Une petite vidéo, voilà. Ah, il y avait une petite vidéo. Royaume du Nord. Je n'ai pas besoin de vous présenter les Royaumes du Nord, ce chef-d'œuvre de Philippe Pullman, dont nous allons d'ailleurs fêter l'année prochaine les 25 ans, la première publication. Figurez-vous qu'en 1998, nous avions publié Philippe Pullman, J.K. Rowling avec Harry Potter, et un 3e grand auteur qui est Melvin Burgess avec Junk. Chacun des ouvrages a marqué son époque. Et j'ai toujours tendance à dire que la littérature de jeunesse est influencée par l'évolution de la société, mais en l'occurrence, je pense que ces ouvrages ont eux aussi un petit peu influencé un certain nombre d'enfants, de jeunes et de la société. Voilà. Vous retrouvez les illustrations de Chris Wormel, qui est celui qui avait illustré les couvertures du Royaume du Nord, enfin toute la saga, et la force et la puissance de ces illustrations en même temps qu'une certaine poésie. C'est dans la tradition des grands albums d'Harry Potter. C'est un album qui est absolument magnifique et c'est le 1er volume. Les suivants vont bientôt suivre. Enfin, après, vous avez en poche L'année de grâce de Kim Lickett. Certains d'entre vous, même nombreux, doivent connaître l'histoire, enfin ce roman, dans la mesure où il a été publié par Casterman il y a à la fin de l'année 2020, en grand format. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que vous vous séparez les titres comme ça. Nous sommes tous les deux, et Casterman et nous-mêmes, tombés amoureux de ce titre. Et plutôt que nous disputer, nous avons décidé de nous associer, Casterman faisant le grand format et nous faisant l'édition de poche. Donc voilà L'année de grâce, qui est cette fantastique dystopie féminine et qui va continuer à emballer de nombreux lecteurs, lectrices surtout. C'est la découverte à 16 ans. Les jeunes filles émettent un parfum enivrant, un parfum de femme, qui fait qu'elles ne peuvent plus rester dans la société, doivent s'isoler, partir au fond d'une forêt et là vivre pendant 1 an. C'est l'année de grâce, le temps que ce parfum se dissipe. Je vous laisse deviner toutes les aventures qui peuvent arriver, et tout ce qui peut arriver. Alors, comme toute dystopie, si vous voulez, on retrouve évidemment, même si c'est un monde qui n'a rien de commun, enfin, qui est très différent du nôtre, évidemment, il y a toujours des points communs avec le nôtre. Et puis, un ouvrage bien attendu, le tome 5, qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, illustré par Jim Kay. Et compte tenu de l'importance de ce tome, Jim Kay a partagé les illustrations avec un acolyte qui est Neil Packer. Et ils se sont partagés l'un les paysages. Donc Jim Kay a gardé tous les paysages, tous les immeubles, voilà, tout ce qu'on peut imaginer et tous les détails qui font les décors, je dirais, parce que les paysages, ce sont les décors.
Et Neil Packer, lui, a réalisé les personnages. C'est de cette manière-là qu'ils se sont... Voilà. Quand vous regardez la finesse et les détails de tous ces décors, c'est extraordinaire, de cet immeuble ou d'autres décors qu'on va retrouver tout au long de l'ouvrage. C'est un ouvrage évidemment magnifique, qui complète la collection. Une nouveauté Harry Potter est toujours de Jim Kay. Alors évidemment, excusez-moi, ce n'est pas un roman, mais c'est une année magique, c'est une sorte de calendrier. C'est surtout la sélection d'une citation des romans de Harry Potter, des aventures de la saga Harry Potter, par jour, illustrée par Jim Kay. Donc là, vous avez le 13 novembre, le 14 novembre, le 15 novembre. Et c'est assez extraordinaire de voir que il ne nous a pas été difficile du tout de remplir chaque jour de l'année. À chaque fois, il y a quelque chose qui correspond vraiment à l'histoire et qu'on peut retrouver. Je fais appel à notre mémoire. Voilà, magnifique, magnifique ouvrage qui marquera plus d'un. Dans le monde des sorciers, et notamment tout ce que nous pouvons faire à partir des films Harry Potter, en l'occurrence, deux ouvrages sur les coffrets magiques de la magie noire et un coffret magique de baguettes magiques. Alors, vous pouvez imaginer que dans les baguettes magiques, vous allez trouver... D'abord, dans ces coffrets, ils ne paraissent pas très grands, mais en l'occurrence, ils contiennent énormément de choses. Vous avez un livre accordéon, vous avez des facsimilés, vous avez des pièces détachées, vous avez beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, vous saurez tout sur les baguettes magiques. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à faire. Même un certain nombre de sorts, et même les sorts qui ratent, ça peut arriver. Voilà, voilà le contenu. Vous pouvez voir que vous avez un certain nombre d'éléments importants qui vous aideront à découvrir toutes ces richesses des baguettes magiques. Enfin, dans le domaine des documentaires, il y a trois particularités, ces documentaires, entre autres. Nous avons un développement autour des coffrets. Nous avons cette tradition autour des coffrets. Là, c'est le troisième coffret après l'Égypte ancienne et le Moyen-Âge, qui présente la Rome antique, qui présente le quotidien de la Rome antique, qui présente aussi les architectures qui ont été créées par toute cette époque, tous les Romains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous aurez 6 pièces en carton qui pourront être construites pour illustrer cet ouvrage. Autre album très étonnant et magnifique aussi, c'est un album qui est fait par Manon Bucarelli. Vous avez déjà découvert son premier album qui était autour de la nature. Et là, cette fois-ci, autour des mythes. Il se partage en questions, devine, cherche et trouve. Il donne la possibilité aux enfants de rentrer au fond des choses à travers un travail d'illustration qui est absolument un travail fantastique. Manon Bucarelli est une surdouée. Et là, en l'occurrence, elle a choisi à peu près 16 mythes, légendes et autres, et un par double page. En l'occurrence, là, ce sont les aborigènes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet ouvrage, si vous voulez, c'est que chaque double page qui représente à chaque fois un mythe différent, que ce soit la mythologie indienne, grecque, scandinave, enfin, il y a beaucoup de choses, on reconnaît tout de suite, d'un coup d'œil, quelle est la mythologie qu'elle présente. Et c'est fascinant à découvrir. Moi, je considère que c'est un album absolument tout public. Voilà. Enfin, la grande encyclopédie visuelle de l'histoire. Vous savez que ce n'est pas la première encyclopédie visuelle que nous publions. Nous sommes en partenariat avec Dorling Kindersley. Nous achetons à Dorling Kindersley, qui est un éditeur qui a un fonds iconographique absolument immense et qui est justement capable de nous faire profiter de ces fonds avec des ouvrages qui ont un nombre de documents absolument incalculable. Pour mémoire, la grande encyclopédie visuelle avait plus de 10 000 photos. C'était très impressionnant. Donc, dans le cas présent, l'histoire,
de l'aube de l'humanité à nos jours, répartis en 6 parties, 6 grandes parties, et qui renseignent tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire. Un album, voilà, par exemple, vous avez la Chine unifiée, vous voyez la richesse des documents, les informations qui se déroulent toujours sous forme de légende au fur et à mesure et qui resitue le contexte à son époque. Très différent, l'Empire aztèque, ça n'a rien à voir, mais ça montre la richesse des documents qui aident vraiment à comprendre toutes ces civilisations. Et il n'y a pas que des civilisations, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi des événements qui ont, au fur et à mesure de la découverte de ces événements, il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui en font une encyclopédie très riche. Enfin, Minecraft. Je n'ai pas besoin de vous présenter Minecraft. Je sais que c'est important pour nous tous. Minecraft, nous allons avoir 3 nouveautés. Des guides, et puis il va y avoir un coffret pour la rentrée. Et chose très intéressante, nous avons noté une recrudescence de Minecraft ces dernières années, recrudescence importante. Et l'année prochaine, si j'ai bien compris, ils vont développer un jeu Minecraft va encore évoluer. Donc, événement Minecraft l'année prochaine. Enfin, pour conclure en beauté, voilà, un album pour tous les publics, pour toute la famille, qui est une ode à la lecture, sans une façon de lire tout le temps. Alors, Timothée Sfombet s'est inspiré de toutes les postures enfantines pour lire, et il a retrouvé Benjamin Shaw, son complice, qui développe ses illustrations de manière extraordinaire avec tout son talent. Et vous avez ici l'exemple d'une ombrelle, le plat principal, la cavalière, le cow-boy. Vous pouvez faire confiance aux enfants, et pas qu'aux enfants, d'ailleurs, tout le monde fait preuve d'une imagination. Voilà, le prévoyant ne garde que l'essentiel pour développer cet album, 101 façons de lire, qui est un album magnifique de cadeau de fin d'année. Voilà, je conclus. Là, en l'occurrence, on parlait de l'essentiel. Ben, écoutez, vous aurez vu l'essentiel de notre catalogue. Difficile de s'étendre plus longtemps, mais merci de m'avoir accueilli. Alors, je ne sais pas Merci beaucoup. j'en suis. Merci Je suis beaucoup, débordée, je suis désolée. Non, merci beaucoup, Edwige. Et donc, on te donne rendez-vous dans quelques semaines à Montréal. Avec plaisir. À très bientôt. Merci Merci. d'avance. Au revoir. À très bientôt, Edwige. Au revoir, merci. Au revoir. Ah, Timothée de Fontbelle. Si vous saviez, moi, je suis tombée dans la littérature jeunesse avec Timothée. J'ai vraiment très hâte de voir cet album qui paraîtra probablement plus en janvier. Mais bon, on va revenir sur nos pas et regarder en fait ce que nous proposent nos éditeurs du côté de la petite enfance. Donc, que diriez-vous d'une bonne dose de mignonnerie ce matin avec votre café? C'est exactement ce que nous propose l'album 10 chats d'Emily Gravett aux éditions Kaléidoscope. Au départ, nous avons 10 chats. Un grand chat blanc, 2 petits chats noirs, 3 à la robe tigrée et 4 au pelage tacheté. Mais qu'arrive-t-il lorsque c'est le temps de jouer? Splash! Rouge, jaune, orange, bleu, vert viennent s'ajouter pour faire un bien beau dégât. Emily Gravett nous livre ici un album drôle et ludique pour apprendre aux enfants les chiffres et les couleurs, un peu à la manière d'un cherche-et-trouve. Bien au-delà d'un simple album à compter, 10 chats, c'est aussi une histoire pour les tout-petits qui prône la libre expression, la créativité et l'apprentissage par l'erreur. Les jeunes lecteurs y retrouveront avec bonheur l'importance du jeu et le plaisir de se salir sans que ce ne soit grave. On aime les charmantes illustrations hautes en couleurs d'Émilie, les pitreries des chatons et leur petit air coquin. Un album pour tous les amoureux des chats, les petits comme les grands.
En parlant d'amour, c'est avec une grande joie que nous retrouvons les images de l'album tant aimé d'Oliver Jeffers, Nous sommes là, dans 2 nouveaux tout-cartons, le livre des nombres et le livre des animaux. On se rappelle que l'album Nous sommes là avait remporté le prix des libraires du Québec en 2020 dans la catégorie hors Québec pour les 6 à 11 ans. Dans le même esprit que les tout-cartons inspirés de Rébellion chez les crayons, Oliver Jeffers revisite Nous sommes là et l'adapte pour les tout-petits. Dans le livre des nombres, l'auteur focalise son attention sur certaines images. Une terre, 2 parties, la terre et l'eau. 3 paysages, pointus, bosselés ou plats. 7 créatures marines, et ainsi de suite, jusqu'à l'amour infini qu'il éprouve pour son enfant. Le livre des nombres est certes un album pour apprendre à compter, mais il souligne aussi avec finesse l'immensité de notre vaste univers et ses multiples. Le livre des animaux, pour sa part, se présente comme un bestiaire rigolo et original. Outre les classiques chats, renards, chiens, lapins, zèbres, on retrouve aussi l'élan, le triton, le tatou et le thon. Oui, le poisson. Sous un coup de crayon reconnaissable entre tous, Oliver Jeffers donne vie à une quarantaine d'animaux, tous plus sympathiques les uns que les autres. C'est un tout-carton qui révèle avec simplicité la diversité du monde animal et qui enrichira le vocabulaire des tous. Avec ce début d'automne et le retour des temps frais, et oui, l'Halloween qui arrive à bien grands pas, je souhaitais remettre de l'avant un autre album de notre cher Jeffers, qui est paru au printemps. Cette maison étantée plonge le lecteur dans une chasse aux fantômes à travers une visite guidée d'un grand manoir un peu lugubre. Par un jeu habile de pages en transparence, chacune des pièces visitées nous révèle la présence de fantômes dans les placards, accrochés aux chandeliers et même en prenant le thé sous le lit. Cette maison étantée, c'est le livre idéal pour travailler la thématique de l'Halloween avec vos élèves. Le prochain album invite les enfants à explorer un phénomène bien particulier, celui du vent. Dans Le Souffle magique, chez Loulou et compagnie du célèbre duo Cédric Ramadier et Vincent Bourreau, il s'adresse directement en fait aux petits lecteurs et leur demande en fait de souffler dans un ballon. Et hop, le petit ours s'envole. De souffler sur une voile de bateau. Et oh, magie, la petite embarcation avance toute seule. Ou de souffler sur une bougie et pouf, la lumière s'éteint. Avec son souffle magique, l'enfant apprend tour à tour que son souffle, le vent, en fait, peut faire voler un ballon, faire avancer un bateau, sécher un pelage, refroidir un chocolat chaud ou même éteindre une chandelle. Des expériences que les tout-petits prendront plaisir à explorer autant avec le livre que dans la vie. Une belle invitation à explorer les effets du vent sur les choses qui nous entourent. Vous souvenez-vous de Voici Colin, paru aux éditions Lièvre de Mars en 2018? J'ai tout de suite pensé à cet album en tournant les pages, ou plutôt en tournant les volets, du livre L'Arche que Noé a bâti de Henri Galéron aux éditions Grande Personne. On y retrouve la même rythmique, les mêmes effets de répétition et d'addition, le même type de texte sous forme de comptine. Au départ, il y a l'arche que Noé a bâtie. Puis, il y a le riz qu'il faut embarquer sur l'arche que Noé a bâtie. Arrive ensuite une souris qui grignote le riz, la chouette qui chahute la souris, un chat qui chasse la chouette qui chahute la souris, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du lion, et tout ça sur l'arche que Noé a bâtie.
Au fur et à mesure que les animaux se grondent, se malmènent, se défient et s'attaquent, les volets deviennent de plus en plus grands et les pages se remplissent d'animaux et d'anecdotes à regarder pour finir en joyeuse cacophonie visuelle. Le texte qui se répète d'un volet à l'autre aide l'enfant, en fait, à enrichir son vocabulaire et sa mémoire. Et tout ça en s'amusant. Une façon tout à fait nouvelle de raconter la fameuse histoire de Noé et de l'arche qu'il a bâtie. Ce matin, je vous ai déjà présenté 2 albums pour apprendre à compter. Et pour être certaine que vous connaissiez vraiment bien tous vos chiffres, je vous en présente un 3e. Le livre à compter, jusqu'à 1 de Caspar Salmon et Matt Hunt est tout simplement un petit bijou d'humour et d'inventivité. Interpellant directement le lecteur, les auteurs nous invitent, tout comme son titre l'indique, à apprendre à compter jusqu'à 1 et surtout pas plus loin. À chaque page, le narrateur va demander aux enfants de compter un seul élément dans la page, même s'il y en a toujours plus. Par exemple, il ne faudra compter qu'une seule mouche dans les 3 bols de soupe ou un seul ver de terre déguisé sur les 9. Par cette habile construction narrative, l'enfant choisira par lui-même de compter les autres éléments dans l'image, évacuant ainsi toute pression d'apprentissage. Comme les petits arriveront nécessairement à toujours compter jusqu'à 1, ils vont développer en fait une confiance en eux et un plaisir dans l'idée de compter les autres éléments. C'est vraiment une très, très belle trouvaille de Gallimard Jeunesse. Et maintenant, allons voir chez les plus grands, du côté des albums, pour les tout petits aussi et pour les vraiment plus grands comme vous et moi. En plus de souligner les 50 ans de sa création, Gallimard Jeunesse et la collection Giboulet célèbrent un autre anniversaire particulier, celui du personnage d'Émile de Vincent Cuvelier, qui fêtera ses 10 ans. Qui est Émile? Voyons, Émile, c'est un garçon comme les autres. Enfin, presque comme les autres. La différence, c'est que quand Émile veut quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Parce que Émile est têtu, n'est pas têtu, non, pardon, il n'est pas têtu, il est très, 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 très têtu. Et il n'a peur de rien pour satisfaire toutes ses lubies. Être invisible, avoir une chauve-souris ou avoir un plâtre, rien ne l'arrête. Émile, c'est aussi 27 titres, dont un livre CD, un cahier d'activité, une compilation et un tout nouvel album à paraître en octobre. Dans Émile et le cadeau d'anniversaire, notre petite peste préférée est invitée à l'anniversaire de sa copine, la vieille dame. En guise de cadeau, c'est lui qui apporte les bougies. Et c'est même lui qui les soufflera. Parce que, bon, 89 bougies, ça fait beaucoup. Et on se doute bien qui, de la vieille dame ou d'Émile, sera le plus gâté des 2. Toutes les rentrées, écolières comme littéraires, signifient aussi le retour de l'automne. Les feuilles des arbres qui se teintent de orange, d'or et de rouge. Et l'air qui se charge d'un vent frais, comme ce matin venu du nord. C'est aussi le temps pour les animaux d'entamer leurs préparatifs pour l'hiver. Au fond d'elle-même, une petite oie qui a barboté tout l'été dans la mare sent bien qu'elle a quelque chose d'important à accomplir. Mais quoi? Questionnant ses amis de la forêt, ours, écureuils et castors, elle se met en quête d'une réponse, d'une explication à cette impulsion, à ce désir indéfinissable. Et c'est vraiment au moment où elle verra une volée d'oies au-dessus d'elle qui entament leur voyage vers le sud, qu'elle comprendra enfin qui elle est et ce qu'elle doit faire. Après, c'est le printemps Petit Ours, Ellie Woolard et Bryony May Smith
collaborent à nouveau ensemble dans un deuxième album sur les saisons. On retrouve dans C'est l'automne, le petit doigt cette même sensibilité dans le propos et surtout ces mêmes paysages plus magnifiques les uns que les autres. L'automne et sa lumière se déploient dans toute sa splendeur sous le coup de crayon de Bryony Mason. C'est l'automne, petit doigt, c'est aussi un album merveilleux pour expliquer les changements de saison, leur impact sur la nature et les animaux, les habitudes de vie de ceux-ci pour se préparer à l'hiver. C'est aussi un album qui va aborder la question de l'identité et du désir que l'on a tous, un jour ou l'autre, d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Laissons maintenant la brise automnale du Québec et transportons-nous en Égypte au début du 20e siècle. L'album, simplement intitulé raconte l'histoire d'une jeune paysanne qui est devenue l'une des plus grandes divas de son siècle, acclamée à travers le monde. Kalthoum, celle que l'on surnommera avec justesse l'astre de l'Orient. Très jeune, soutenue par son père chanteur, éblouit son auditoire par sa voix et son talent sans pareil. Son parcours extraordinaire est un exemple puissant de ténacité et de détermination. Après avoir écrit et illustré la vie de Nina Simons dans le très bel album Nina, Alice Brière-Haquet et Bruno Liance nous offrent à nouveau un album audacieux qui sort des sentiers battus. Le destin Kalthoum est inspirant et permet aux jeunes lecteurs de découvrir une figure importante de la musique, pourtant méconnue, qui a su perpétrer et moderniser en fait la poésie arabe. Pour moi, est un album qui ouvre la voie sur le monde des possibles, qui invite les lecteurs à croire en eux et en croire en leurs rêves. On retrouve d'ailleurs à la fin du livre, comme vous pouvez le voir, un court documentaire sur cette diva qui ne laisse aucun doute sur la grandeur de ses rêves. Pour vous présenter les 2 prochains albums, j'avais invité l'auteure Anne Cibran à venir nous parler de Magda, sa petite taupe artiste et naturaliste. Malheureusement, Anne, qui partage sa vie entre l'Équateur et une petite maison au fin fond des bois en France, n'a pas réussi à trouver de connexion Internet adéquate pour se joindre à nous aujourd'hui. Par contre, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir l'avoir au téléphone hier et je vais tenter au mieux de vous transmettre tout ce qu'elle m'a dit en fait sur cette série qui lui tient très, très à cœur et qui trouvera, j'en suis certaine, une place de choix dans vos librairies et vos bibliothèques. Alors, laissez-moi d'abord vous faire un court résumé des 2 premiers albums qui paraîtront en fait au même moment dans la collection Giboulé des éditions Gallimard. Dans Magda au grand jour, on retrouve la charmante petite taupe dans sa taupinière qui mène une vie d'artiste parfaitement tranquille. Elle peint les merveilles du monde d'en bas et maîtrise parfaitement toutes les nuances de noir, de brun et de gris. Mais un jour, le papillon Io l'entraîne vers le monde d'en haut. Et Magda, éblouie, découvre les couleurs vibrantes des fleurs, la lumière du ciel et beaucoup de nouveaux amis. Carnet de croquis à la main, la petite taupe se promène dans le champ et décide de dessiner pour ses amis d'en bas, en fait, un joli tableau plein de surprises. Et j'aimerais en fait vous montrer la dernière page qui se déploie. Pardon, je vais essayer de vous la montrer, qui se déploie complètement pour nous montrer justement le tableau que Magda a réalisé au cours de ses excursions. Et ce sera le même principe dans le deuxième, donc le petit monde de l'amour. Et donc, dans Magda, le petit monde de la barre, le deuxième album, la taupinière de Magda, en fait, se retrouve inondée et tous les petits animaux qui l'habitent doivent se réfugier au bord de la mare. Magda, qui est fascinée par
le miroitement, pardon, de l'eau à la surface, décide, avec l'aide d'une araignée, en fait, d'explorer toutes les merveilles qui vont se trouver en dessous de la surface de l'eau. Alors, au retour à la surface, elle s'empressera de dessiner, encore une fois pour ses amis, un tableau pour présenter toutes ses trouvailles. Quand on discute avec Anne Cibran, on se rend tout de suite compte que Anne, c'est Magda. On reconnaît dans son personnage sa naïveté bienveillante, sa propension naturelle à l'émerveillement et son grand respect pour la nature et les divers écosystèmes. D'ailleurs, Anne me disait en rigolant que le tout premier mot qu'elle avait prononcé quand elle était petite, c'était « beau ». Et c'est exactement ce que fait Magda dans chacune de ses histoires. Elle déboule dans un nouvel écosystème et révèle toute la splendeur et la beauté aux animaux et insectes qui l'habitent, qui avaient peut-être oublié à quel point, justement, c'était beau le monde dans lequel ils habitent. Avec Magda, Anne cherche d'abord et avant tout, en fait, à sensibiliser les enfants à la beauté du monde. Et pour elle, cette sensibilisation passe par l'émerveillement. Un mot qu'elle m'a répété peut-être à toutes les 3 phrases. Donc, retenons émerveillement. Tout est là, présent dans la nature, et chaque écosystème est un nouvel univers à découvrir. Les champs, la mer, et bientôt dans de futurs albums, oui, il y en aura d'autres, les forêts et le monde des airs. Elle a voulu rendre grâce à tous ces univers en étant très attentive à ce que les écosystèmes soient respectés, tant dans leur nom que dans leur illustration, par exemple au niveau des fleurs. Ce sont des albums qui sont en fait nécessaires pour parler d'environnement, d'écologie, de la protection des écosystèmes et de toute la vie fascinante qui y vit. Puis en plus, c'est qu'avec ces albums, on peut aussi parler d'art, de lumière, de couleur. On peut développer la question de l'amitié, les différences et du respect. Bref, j'ai été totalement conquise par Magda et je souhaite de tout cœur que vous le soyez, vous aussi. Maintenant, depuis quelque temps, en fait, on parle beaucoup de l'importance et des bienfaits de la lecture à voix haute sur les apprentissages des enfants. Alors, laissez-moi prêcher par l'exemple et vous faire un brin de lecture. Fred s'habille par Peter Brown aux éditions Kaléidoscope. Fred est tout nu. Il virevolte dans la maison, nu et libre comme l'air. Il virevolte dans sa chambre et dans le couloir, puis dans la chambre de ses parents. Peut-être qu'il ne s'habillera pas du tout. Tiens, qu'est-ce que c'est? Fred a cessé de virevolter. Il jette un coup d'œil dans le dressing. Il y entre. Fred regarde les vêtements du côté de papa. Il pense aux différentes tenues de papa. Ce serait amusant de s'habiller comme lui. Alors, avec soin, Fred choisit une chemise, une cravate et des chaussures. Mais ça ne lui va pas du tout. Fred observe les vêtements du côté de maman. Il pense aux différentes tenues de maman. Ce serait amusant de s'habiller comme elle. Alors, avec soin, Fred choisit une tunique, un foulard et des chaussures. Ça lui va très bien. Mais Fred n'a pas fini de se préparer. Il sort du dressing et s'avance vers la coiffeuse. Les chaussures sont grandes et très hautes, alors il marche lentement. Fred fouille dans la boîte à bijoux de maman.
et dans son tiroir à maquillage, il pense aux différents styles de maman. Fred sait comment se portent les bijoux. Mais à quoi servent ces machins-là? Oups! Avant que Fred ait le temps de se nettoyer le visage, maman et papa entrent dans la chambre. Maman sort un poudrier, une brosse, des tubes et des pinceaux. Elle commence à se maquiller. Fred l'observe avec attention et l'imite. Toute la famille se prête au jeu. Ça y est, Fred est habillé. Enfin, presque. J'aime tellement cet album que je ne sais même pas par où commencer. J'aimerais vous parler des illustrations de l'univers très graphique de Peter Brown, à la fois moderne et rétro, qui campe l'histoire dans un temps et un lieu totalement anonymes et universels. J'aimerais aussi vous parler des thèmes qui sont abordés. Oui, les stéréotypes de genre, la nudité, l'anticonformisme, mais aussi la liberté, la profonde liberté, la liberté du mouvement, la liberté d'expression de soi, d'être soi, sans contrainte, et l'importance pour les enfants d'explorer de diverses façons ils sont, en passant par le jeu et le déguisement. Et toute la bienveillance et la tendresse qui émanent de cet album. Fred est un enfant libre, curieux et profondément heureux grâce à l'amour inconditionnel de ses parents. Pour moi, Fred s'habille, c'est un des grands incontournables de l'automne. Ah, foncer et partir à la poursuite de ses rêves, aussi farfelus soient-ils. Voici ce que nous proposent Christian Jolibois et Marianne Barcillon dans cette 5e collaboration avec l'album « J'aime pas nager » aux éditions Kaléidoscope. Nager en rond autour d'un rocher toute la journée? Très peu pour moi, se dit Ulysse, un jeune poisson aux grandes nageoires de soie, alors que tous ses amis s'amusent allègrement. Pourquoi ne pas plutôt s'élancer vers la surface et explorer ce que le monde a de plus grand et merveilleux à offrir? Une aventure que le jeune poisson osera tenter avec audace et conviction, et il ne sera pas déçu. Ulysse est un drôle de petit poisson au caractère bien trempé, qui a le courage d'affronter la pression de ses pairs et de foncer tête première vers la réalisation de son plein potentiel. J'aime pas nager. Aborde ici les thèmes de la persévérance, de la confiance et l'affirmation de soi, et du non-conformisme avec humour et bienveillance. On reconnaît aussi les dynamiques enfantines dans tous ces petits poissons, les bouderies, les moqueries, la compétition et l'envie lorsque l'un d'eux ose défier les conventions. Et puis, il y a les illustrations de Marianne Barcillon, toutes plus soufflantes les unes que les autres. La lumière lorsqu'Ulysse s'élance vers la surface, la richesse et l'abondance des couleurs lorsqu'il survole la terre, l'immensité du monde aquatique qu'elle fait vivre sous ses pinceaux. Pour ça et pour tout le reste, j'aime pas nager, vaut les détours. Maintenant, connaissez-vous le Levana mysteriosa, ce célèbre papillon dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu depuis, ma foi, des centaines et des centaines d'années? Saurez-vous le trouver dans chacune des pages de l'album L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling? Sommes-nous en présence d'un cherche-et-trouve, d'une histoire fascinante aux multiples péripéties ou d'un documentaire animalier?
Et pourquoi pas un peu de tout ça à la fois? C'est exactement ce que nous proposent Vanessa Simon-Catelin et François Soutif dans cet album unique, publié en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. C'est d'abord une quête, celle du professeur Schmetterling, qui parcourt le monde à la recherche d'un papillon invisible. C'est aussi un album interactif, aux illustrations foisonnantes, aux multiples petits détails, souvent humoristiques, qui parsèment le décor, où l'on se plaît à chercher ce fameux papillon. Et c'est enfin un documentaire scientifique sur le papillon Levana, qui existe réellement, sur le métier d'entomologiste et la mission d'un musée d'histoire naturelle. L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling, c'est un album complet, idéal pour le 2e et 3e cycle du primaire, qui aborde les thèmes de l'écologie, de la protection des espèces et le travail de recherche scientifique. Dans le prochain album, l'autrice Nadine Brun-Cosme et l'illustratrice Sybille Delacroix se sont de toute évidence bien amusées. Avec la cape magique, elle revisite, mélange et détourne plusieurs contes traditionnels à la fois. Racontée du point de vue du loup, qui vivra une succession de mésaventures toutes plus loufoques les unes que les autres, la cape magique joue habilement avec les codes du conte, dans une mise en scène totalement cinématographique à saveur burlesque. Affamé, le loup décide de partir en forêt pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Et oh joie, une petite fille bien emmitouflée dans une jolie cape rouge passe justement par là. Mais malheur, une bourrasque lui bloque la vue et hop, la cape s'envole, atterrissant sur le dos de 2 petits cochons bien roses. Le loup, incrédule, n'en croit pas ses yeux. Cette cape est bel et bien magique. Et elle lui réserve bien d'autres surprises. Des illustrations en noir et blanc somptueuses, une cape magique, véritable personnage de l'histoire, des mésaventures, des embûches et un drôle de goûter. Tous les éléments gagnants d'un conte détourné efficace sont réunis dans cet album, ici dans cet album très réussi. Ah. Après le conte détourné, laissez-moi vous présenter une fable poignante, inspirée d'un conte oriental sur le courage et la persévérance. Au soir de sa vie, un vieil homme lègue 2 graines à ses fils. À l'aîné, une graine de fougère. Au cadet, une graine de bambou. Plantez-les dans la forêt en souvenir de moi. Si la fougère recouvre vite le sol, rien ne pousse de la graine du bambou, au plus grand désespoir du jeune frère. Et pourtant, ne renonce pas à voir un jour éclore le legs de son défunt père. Dès la première page de La fougère et le bambou de Marie Tiby, j'ai su que j'étais en présence d'un album fort, touchant et sensible, qui m'habiterait longtemps. Je vous en parle et j'en ai encore des frissons. J'ai été bouleversée par la puissance du message du plus jeune frère. Je ne renonce pas, prononcé comme un mantra au fil de l'album. Un exemple précieux de persévérance, de patience, de confiance et d'espoir à la limite de la foi. J'ai été émue par la force du lien fraternel qui unit les 2 frères et le fragile équilibre qui existe entre les 2 pousses, celle du bambou et celle de la fougère. J'ai aussi été profondément touchée par la justesse et la douceur du texte. La forme simple du conte à la morale claire, sans être moralisatrice, remplie d'amour et de bonté. On est en présence d'un album qui fait profondément du bien. Et tout ça sans parler des illustrations à l'aquarelle de Jérémie Pallé.
le réalisme et la richesse de chaque tableau, la douceur et la force qui se dégagent de chacune des images, l'intensité des illustrations qui composent le décor végétal luxuriant. On ne peut tout simplement pas rester indifférent devant la fougère et le bambou. Maintenant que j'ai la gorge bien sèche, permettez-moi de souffler un peu et de céder la parole à un de nos illustrateurs chouchous et d'inviter Stéphane Poulain à venir nous parler du dernier album qu'il a illustré, Le secret du capitaine. Stéphane, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Marouane? Ça va bien. Écoute, je pense qu'on ne t'entend pas très bien. Ah, vous ne m'entendez pas bien. Là, m'entendez-vous un petit peu mieux? C'est mieux? Ah, ça va mieux, ça va mieux. Parfait. Donc, Stéphane, écoute, je vais plonger dans le vif du sujet. Oui. Et je vais te dire, avec le secret du capitaine, tu signes, bon, si on peut me permettre l'expression, une deuxième collaboration avec l'auteur Jean Leroy. Oui. Pour votre premier album, Le géant, la fillette et le dictionnaire, tu avais manifesté en fait ton désir à Jean d'illustrer un personnage laid et mal aimé. Oui. Ce qui a donné en fait naissance au personnage de l'ogre qui est plus grand que l'album lui-même. Pour Le secret du capitaine, comment est-ce que tu as travaillé avec Jean sur cette deuxième collaboration? Ben, encore, comme dans le cas du géant, j'ai demandé à Jean s'il voulait m'écrire une histoire de pirate, parce que j'en avais jamais fait et je voulais essayer. Je suis toujours attiré par les personnages qui peuvent être méchants, mais qui puissent se révéler et avoir un autre aspect finalement qui est plus tendre. Ou, je trouve que c'est deux émotions agréables à travailler. Alors, ben, j'ai proposé à Jean de m'écrire une histoire sur les pirates et il est arrivé avec cette histoire qu'il aura travaillé plusieurs fois. Et je suis enchanté de ce que fait Jean. C'est vraiment un petit bijou, on est heureux. On a réussi à faire ce qu'on voulait, en fait. Et puis, la façon de travailler est très particulière. Il m'est arrivé il y a quelques années, on fait des visites dans les je suis en maternelle et je montre aux enfants des illustrations originales et les livres pour qu'ils puissent comparer le résultat. Et il y a un petit garçon qui lève la main et qui ne comprend absolument pas. Il me demande, Monsieur, pourquoi vous copiez les images dans les livres? Et je ne comprenais pas sa question. Et le petit garçon, tout simplement, pensait, lui, que les livres existent d'eux-mêmes. Et que moi, pour m'amuser, je recopiais les images et je gagnais ma vie comme ça. Et l'idée m'est toujours restée après de dire, les livres existent par eux-mêmes. Pourquoi on ne pourrait pas travailler dans cette façon-là, avec cette idée-là? Et j'ai développé une façon de travailler avec des amis qui fait que quand je suis en contact avec un auteur, dans le cas de Jean, je l'ai fait aussi avec Olivier Solmignac pour d'autres livres, je me suis dit, une fois que tu me présentes ton texte, en fait, ne devrait plus t'appartenir, il n'appartient plus à personne. Tu as créé un monde. Et notre travail à nous trois, l'éditrice, Odile, l'auteur Jean Leroy et moi, c'est d'étayer ce monde, de mettre nos talents ensemble pour faire en sorte que ce monde soit plausible, qu'il existe par lui-même, que ce soit un livre qui existe tout simplement et que nous, on s'efface en fait. Ce qui fait que donc ça fait un travail qui est très agréable à faire parce que comme on n'a plus d'ego, on n'a plus à protéger ce qu'on fait parce qu'on est soit auteur, soit illustrateur, soit éditeur. On regarde notre histoire et on dit, s'il faut faire ça pour le texte, s'il faut recommencer les images, on les recommence. S'il faut recommencer un bout de texte, on recommence aussi. Alors, ça fait des collaborations qui sont très agréables parce que tout le temps que dure le travail, c'est à peu près une période de 1 an, pendant 1 an, on baigne dans un petit monde comme ça, tous les trois. Et c'est un délice, c'est vraiment un délice. Ah, merveilleux. Stéphane, tu es un grand amateur d'histoire de l'art et de meubles anciens, comme on peut l'apercevoir derrière toi, Oui. et de cinéma aussi. Oui. Dans Le secret du capitaine, chacune de tes 12 illustrations
donne l'impression de se retrouver dans de véritables tableaux vivants. Ouais. Dis-nous, puis c'est vraiment parce que moi, je le sais puis que je veux que tu le partages. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour chacune de ces images? Peut-être pas pour les 12, mais pour quelques-unes à tout le moins. Quelques-unes, oui. Ben, au départ, les gens ont tous en mémoire le mot cliché. C'est quoi un cliché? Ça peut être péjoratif, mais un cliché, ça peut être aussi intéressant parce que ça fait référence à une culture commune. Et moi, ce que j'aime bien dans les livres, et parce que j'ai appris la peinture pas mal tout seul, je fais toujours référence à soit des extraits de films, des vieilles photographies ou des peintures que les gens seraient susceptibles de reconnaître. Alors, dans le cas de Valia, par exemple, lorsqu'on parle de Valia, qui est la jeune mousse du célèbre navire, du non moins célèbre corsaire Basile de Brave, je me suis dit, elle doit avoir un rôle, cette petite fille-là, elle doit probablement être celle qui est à la vigile et qui regarde au loin. Et je l'ai mis dans les cordages en faisant une référence à une image de Buster Keaton que j'adore. Et j'ai tout simplement repris la posture sensiblement et la perspective pour pouvoir la mettre. C'est pas important que les gens le reconnaissent, mais quand ils le reconnaissent, c'est très amusant, en fait. Ça crée un lien. Oui, c'est ça, ça crée un lien, une référence. J'aime beaucoup aussi les peintres du 16e siècle, dont Vermeer, dont on voit un tableau ici, le géographe. Vermeer qui a fait à peu près une trentaine ou 35 tableaux dans sa vie, je ne me souviens plus exactement. C'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné pour son utilisation de la lumière. La lumière sert à quelque chose de très particulier dans l'image, c'est que si vous mettez, c'est un peu comme sur une scène, la scène d'un théâtre, si vous braquez la lumière sur un personnage ou sur un élément du décor, vos yeux vont être attirés par l'effet de lumière. Alors moi, j'utilise la lumière pour guider le regard en image. Alors Vermeer, pour moi, c'est une merveille. Et dans ce cas-ci, j'ai pas mal refait la même posture que le géographe que j'ai donné à Basile. J'ai changé l'ensemble un petit peu, c'est tout. J'aime bien aussi, des fois, je manque de références, des fois, pour faire des personnages, des postures ou quoi que ce soit, mais ça m'arrive des fois de poser pour moi-même. Bon, ça, c'était par terre dans l'atelier, où je devais faire Basile qui s'est effondré, qui s'est évanoui parce qu'il y a un incendie dans sa cabine. Alors, je me suis prêté au jeu, je me suis couché par terre avec une boîte, puis j'ai presque finalement, c'est du copier-coller, finalement, presque. Je me suis amusé à me redessiner. Puis on voit dans l'esquisse de gauche la petite fille d'Alia qui est au début, qui est à l'entrée de la cabine. Pourquoi elle est là? Et dans l'image finale, elle a changé de position. C'est pour montrer un peu le travail qu'on fait avec les esquisses auprès de l'auteur et de l'éditrice. On revit parce qu'elles ne sont pas tout à fait au point, elles ne sont pas assez fortes. Ça me donne comme idée. Je t'ai encore un tout petit peu perdu, Stéphane, mais bon, on va voir en te posant la prochaine question si ça revient. Donc, en fait, pour terminer, comme on le voit sur cette image-là, dans chacun de tes albums, tu réserves en fait un espace privilégié aux enfants. Dans le secret du capitaine, le personnage de Valia est une jeune mousse orpheline et courageuse qui souhaiterait paraître aussi sévère que son capitaine. Mais c'est aussi un personnage qui est fragile et vulnérable. Après tout, c'est juste une enfant. Est-ce que le secret du capitaine ne se cacherait pas justement dans l'enfance et sa vulnérabilité? C'est la beauté du texte de Jean. Je trouve que c'est une thématique qu'on retrouve souvent, ça, dans le livre, qui est une bonne chose, c'est sûr. C'est qu'on veut que nos enfants grandissent. On veut que nos enfants acquièrent une autonomie, acquièrent de la connaissance. Et ça peut se faire parfois au détriment de certains enfants qui sont fragiles et qui ne veulent pas quitter l'enfance. Dans le cas de Jean, son histoire est magnifique pour ça, c'est que ce que ça dit, c'est que Valia voudrait acquérir la force du capitaine pour se gagner l'estime de l'équipage. Mais ce que lui dit le capitaine à travers son histoire, c'est que, on découvre à la fin, c'est ce qu'il dit à Valia, c'est que tu es une enfant, reste une enfant, et avec moi, tu peux l'être. Ce qui est beau dans ça aussi, c'est que c'est le rapport d'un homme et d'une enfant. Et c'est un sujet qui est très, très difficile à toucher, le rapport de l'enfant au personnage masculin, à cause de tout ce qu'on connaît par rapport aux abus, puis toutes sortes d'histoires épouvantables qui arrivent.
Dans ce cas-ci, c'est que j'aime bien, c'est qu'on permet à une enfant d'avoir un rapport intime avec un personnage mâle adulte, et c'est un rapport filial, finalement, c'est un père et sa petite fille. Et je trouve que ça fait du bien de le montrer un peu, de dire que même dans un monde qu'on trouve un peu tordu, il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui ont des intentions, qui ont de bonnes intentions. Et cette histoire-là est magnifique pour ça. Je suis heureux, moi je suis très content. Et il y a même de terribles pirates qui retournent sur un bateau en feu pour aller chercher leur doudou. Oui, oui, la fameuse. Il ne faut pas révéler l'histoire, par exemple, Marlène. Non, ben là, écoute, ça sort la semaine prochaine, fait que je me permets un tout petit peu. C'est drôle Écoute, Stéphane. C'est drôle parce que les Français, eux, parce que c'est des éditeurs français, ils appellent ça une doudou. Nous, on appelle ça un toutou. Ça, c'est très drôle. Ouais. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je pense que nos libraires et bibliothécaires, là, dans les commentaires que je vois, ont vraiment très hâte de découvrir le secret du capitaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Au revoir tout le monde. J'aurais continué encore longtemps, mais bon, il faut passer aux prochaines surprises. Donc, en fait, en 2022, on peut dire que c'est définitivement une année qui va se dérouler sous le signe des anniversaires. Parce que l'École des loisirs célèbre eux aussi les 20 ans d'un petit lapin que nous connaissons tous très bien. Donc, Simon, de la non moins connue Stéphanie Blake, qui va fêter ses 20 ans cette année. Et oui, 20 ans déjà. Et pour souligner cet événement, Stéphanie a décidé en fait d'insérer un nouveau personnage féminin cette fois-ci dans l'univers de Simon. Super Lou, une lapine bien dégourdie qui n'a définitivement pas la langue dans sa poche. Toujours près du quotidien des enfants, Stéphanie explore habilement dans cet album les rapports de force entre les garçons et les filles. Lorsque Super Lou demande gentiment à Simon si elle peut emprunter sa planche à roulettes, le petit Ferdinand déclare bien haut et fort « Le skate, c'est pas pour les filles », en se jetant évidemment lui-même sur l'objet tant convoité. S'ensuit alors la sempiternelle bagarre entre Simon et Ferdinand, laissant tout le champ libre à Super Lou de faire une démonstration de style et de clouer le bec au petit lapin. Un album efficace sur la valeur universelle du jeu qui démontre avec brio qu'il n'y a justement pas de genre dans le jeu. Dans ce monde où tout va si vite et où les enfants ont des horaires de ministres, comment faire l'éloge de la lenteur et amener les enfants à ralentir et à observer en fait avec attention le monde qui les entoure? C'est ce que nous offre en fait L'Escargot, un album signé Minou Kim aux éditions de l'École des loisirs. Une pause, un souffle, un respire, un espace où se déposer. Avec très, très peu de mots, l'auteur nous raconte l'histoire d'un tout petit garçon qui aimerait bien suivre les vélos plus grands de son frère et de ses copains. Mais hélas, il ne va pas assez vite à leur goût. Il a de tout petites jambes sur sa petite draisienne. Abandonné, déçu, en colère, le petit garçon va rester seul à l'arrière, il va tomber et il va se perdre. Mais patience. Un animal a un point en commun avec lui, et plusieurs même. Et ensemble, ils vont finir la journée en beau. Ce qui frappe d'abord dans cet album minimaliste, ce sont les illustrations en noir et blanc, avec cette toute petite touche de rouge dans le casque ou dans la coquille de l'escargot, qui alterne aussi entre de magnifiques grands paysages dénudés et de plus petites cases aux angles de vue très, très dynamiques, tout près du cinéma et de la bande dessinée. Chaque illustration, chaque mot est choisi avec soin et viennent soutenir le message derrière cette histoire simple.
En ralentissant, le monde et toutes ses couleurs se déploient sous nos yeux dans cette dernière image. Mais maintenant que l'on a appris à ralentir, explorons la pleine conscience et le pouvoir du moment présent avec le grand inventaire des petits plaisirs de Lucien de Frédéric Stahl aux éditions Pastel. Lucien, c'est un tout petit chien, mais un véritable épicurien qui aime tout ce qui est bon, doux, agréable dans la vie. En fait, Lucien aime la vie, tout simplement. En dressant un inventaire qui n'a absolument aucun autre but que celui de nous faire sourire et nous rendre heureux, Lucien nous rappelle l'importance des nombreux petits plaisirs de la vie, du plaisir simple des sens au plaisir partagé entre amis. Sans morale ni histoire, le grand inventaire des petits plaisirs de Lucien. C'est un album qui nous amène à voir la vie du bon côté, à tirer le meilleur de chaque chose et de chaque moment. C'est un livre joyeux et positif qui nous rappelle à quel point la vie est remplie de merveilles et qu'il n'en tient qu'à nous d'en profiter. En parlant de plaisir, je vous en offre une de taille ce matin. L'auteur et illustrateur Olivier Tallet a gracieusement accepté de venir nous parler de son tout dernier album, Le Roi et rien. Et comble du bonheur, il nous en fera même la lecture. Pour les quelques prochaines minutes, je vous laisse donc au bon soin de Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je te laisse pendant quelques instants nous faire ta lecture. D'accord, très bien. Bon, je commence. Tu m'entends bien? Oui. Parfait. Le roi et rien. Le roi avait tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Des vélos à chenilles, des chenilles à vélo, des éléphants sans trompe, un orage qui refusait de faire des éclairs ou des patins à glace goût caramel. Bref, il avait tout car c'était un grand collectionneur. Tous les jours, il commençait de nouvelles collections qu'il rangeait, classait et numérotait pendant des heures. Il ne lui manquait presque rien. Ou plutôt, il lui manquait rien. Où pouvait-il trouver rien? On lui avait toujours dit qu'il y avait tout dans les livres, donc il y trouverait forcément rien. Mais il s'est rendu vite compte que dans ces milliers de livres, il y avait toujours quelque chose. Un prince amoureux, différentes façons de réparer une soucoupe volante en panne ou de simples recettes de gâteaux aux frites. Ce n'était donc pas dans sa bibliothèque que se cachait rien. Est-ce que si on cherche un animal plus petit que le plus petit animal du monde, on trouve enfin rien? Est-ce qu'il se cache parmi le plus minuscule de tous les microbes? Ou alors, c'est quand il y a de moins en moins de quelque chose qu'on finit par trouver rien? Le roi, qui n'avait peur de rien, se décida donc à partir dans le désert à la recherche de rien, car c'est bien connu, dans les déserts, il n'y a rien. Enfin si, dans ces endroits, il y a toujours un morceau de cactus dans un coin, un nuage qui gâche tout ou un bout de caillou. Mais toujours aucune trace de rien. Et dans le ciel immense et noir, est-ce qu'il n'allait pas enfin trouver rien? Mais non, il y avait des étoiles filantes, la lune et même un avion. De retour, il convoqua donc son chien, ses parents, son fou, son premier ministre, son médecin et quelques personnes qui n'avaient rien d'autre à faire pour leur annoncer « Je veux rien ». Tout le monde regarda le roi, tout le monde se regarda, puis chacun regarda ses pieds. On vit seulement une toute petite minuscule feuille de rien du tout virevolter. Et si enfin c'était rien, cette toute petite minuscule feuille de rien du tout? Tout le monde se mit à courir dans tous les sens pour l'attraper. On se précipita, mais on se rendit très vite compte que cette toute petite feuille minuscule de rien du tout n'était rien d'autre qu'une ridicule petite feuille de rien du tout, sans aucun intérêt. Ce n'était toujours pas rien.
Et si on faisait un petit feu pour brûler ces toutes petites feuilles minuscules de rien du tout, alors il ne resterait rien. Mais non, parce qu'une minuscule petite feuille qui brûle, ça donne de minuscules petites cendres. Et de minuscules petites cendres, ce n'est pas rien. Non, non et non, rien à faire, rien est introuvable. Ça ne sert à rien d'avoir tout si on ne peut même pas voir rien. Fatigué, le roi s'allongea dans l'herbe de son parc en ne pensant à rien. Il adorait ne rien faire de ses journées. Mais quand on ne fait rien, on fait quand même quelque chose, se dit-il. On rêvasse et on réfléchit. Et rêvasser, ce n'est pas rien. Tout cela devenait très énervant. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose plutôt que rien? Les heures défilaient, les jours passaient et les semaines s'écoulaient sans aucun signe de rien. Le roi reprit espoir et se dit qu'avec un peu de patience, il réussirait bien à le trouver. Et ce jour-là, il faudrait l'exposer dignement, car rien aura besoin d'un bel endroit pour que tout le monde puisse l'admirer. Les vélos à chenilles, les chenilles à vélo, les éléphants sans trompe et l'orage qui refusait de faire des éclairs furent déplacés. Chacun quitta son étagère ou son tiroir. Le roi glissa, scia et démonta. Il fallait se débarrasser absolument de tout. Maintenant, il y avait vraiment toute la place pour rien. Bon, je parlais toute seule de mon côté, sans écran. Alors, je me répète, j'ai dit, wow, magnifique. Merci. Écoute, merci beaucoup pour cette lecture, Olivier. C'est vraiment un beau cadeau que tu viens de nous faire. Dis-moi, derrière l'écriture de chaque album, il y a une étincelle, une idée de départ qui germe, se transforme et évolue pour finalement, en fait, créer une œuvre qui aura sa propre vie. Moi, je le sais, mais j'aimerais que tu racontes, en fait, aux gens qui sont avec nous, comment t'es venue cette idée d'écrire et d'illustrer Le Roi et Rien. Alors écoute, en fait, j'étais dans la montagne, dans un endroit que j'adore, et il y avait un banc sur lequel était assis une grand-mère et son petit-fils. Et le petit-fils s'est approché de sa grand-mère et lui a dit cette phrase que j'ai trouvée géniale. Il lui a dit: mais qu'est-ce qu'il y a après rien? Et là, je me suis dit waouh, c'est une sacrée phrase et c'est un vrai sujet de livre. Et donc, je me suis dit, ben, c'est vrai que le rien, finalement, c'est un sujet dont on peut faire un album et comment en parler. Donc, je me suis dit qu'il fallait en fait personnaliser et personnifier, surtout personnifier ce rien et en faire un personnage, en fait. Et faire de ce petit roi, en fait, qui est un peu un roi qui est entre l'enfant et l'adulte, on ne sait pas très bien. Et ce petit roi se met à chercher rien, comme s'il cherchait un personnage, en fait. Voilà. Et justement, en fait, parlant de personnages, dans tes albums précédents, tu mettais en scène un personnage fort attachant qui a conquis bien des cœurs au Québec, celui de l'écureuil. Comme tu disais, dans Le Roi et Rien, tu es allé vraiment dans une autre direction complètement. Tu as choisi un roi qui est entre justement l'enfance et l'âge adulte dans son petit survêtement jaune. Pour moi, c'est un choix qui n'est pas tout à fait anodin. Est-ce que tu peux nous en parler un Du survêtement ou du roi? Les deux. Oui, en fait, je voulais que ce personnage. Enfin, pour moi, ce qui est important quand même, c'est toujours de ramener des choses à l'enfance. En fait, c'est comment est-ce qu'on se positionne avec un tel sujet et comment est-ce qu'on parle à un enfant d'un sujet comme ça qui est un peu abstrait, en fait. Et donc, pour moi, il faut le ramener vraiment à l'enfance et se positionner au niveau de l'enfant. Et pour ça, il faut qu'il y ait un personnage qui soit attachant, qui est celui du roi. Et en même temps, moi, j'aime bien les albums où les personnages sont aussi un peu des enfants, finalement. C'est un enfant pour moi qui se pose des questions et c'est pas un adulte. Donc voilà, donc j'ai commencé à dessiner des personnages et petit à petit, ce roi est devenu de plus en plus un enfant, en fait.
Et j'ai gardé un peu voilà, cette ambiguïté entre les deux. Et je voulais que sur la couverture, il y ait vraiment une position d'enfant, comme les enfants sont assis parfois sur des fauteuils, dans des positions un peu étonnantes. Voilà, là, je voulais qu'ils soient face à nous, assis dans ce grand fauteuil. Et voilà. Couverture magnifique, d'ailleurs. Justement, ce roi qui possédait tout au départ, à la fin de l'album, décide de se débarrasser de toutes ses possessions. Il se dépouille, se dénude entièrement et il se retrouve face à cette image page blanche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette dernière image? Ouais, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver j'avais beaucoup de mal à trouver une fin à cet album. Je sais, c'était très compliqué de terminer et est venue cette idée justement de le faire face au rien, en fait, face au néant. Et au départ, je l'avais fait qui disparaissait pardon, petit à petit dans le blanc de la page. Et en discutant avec Odile, donc mon éditrice, Odile m'a dit, mais oui, mais là, tu vas vers autre chose parce que ça parle un peu plus de la mort qu'autre chose. Enfin, ça parle de la disparition, en tout cas. Et c'était pas vraiment le sujet du livre, en fait. Donc, je me suis dit qu'il fallait recentrer un petit peu le sujet. Et Paul Édouard, qui est le graphiste qui a travaillé sur la mise en page, a pris mon illustration du roi et l'a réduite et l'a déplacée en bas à gauche. Et tout de suite, ça donnait une autre dimension parce que voilà, le personnage se trouvait dans cette espèce de grande page blanche. Et je me suis dit, mais voilà, ça c'est super pour finir l'album, c'est comme ça qu'il faut le finir. Et tout ça pour dire qu'aussi, on fait pas un livre, enfin, on fait jamais un livre tout seul, en fait, et que voilà, parfois, en discutant, on trouve des idées, on trouve oui, on trouve même des fins. Bon, parlant de fin, c'est malheureusement la nôtre. Donc, Déjà, déjà, oui, ça va tellement vite. Écoute, merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Je peux peut-être pas encore confirmer tout, mais je pense qu'on va te revoir très bientôt. Restez à avec l'écoute plaisir. pour d'autres nouvelles. Merci, Avec Olivier. plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, on change de catégorie. On s'en va du côté des documentaires qui sortent de l'ordinaire. Et non, je vous le jure, la rime n'était pas voulue. Alors, au printemps dernier, on vous présentait une toute nouvelle maison d'édition qui se joignait à nous chez Gallimard Diffusion, les éditions de La Partie. On peut lire sur leur site Internet que la maison propose à ses lecteurs et à ses lectrices de l'étonnement, du réconfort et parfois même du trouble. Et je vous le dis, c'est exactement ce que m'a fait en fait leur documentaire qui paraîtra à l'automne. Il m'a grandement étonnée, m'a réconfortée sur mon propre corps et m'a troublée dans le bon sens du terme par sa forme et par ses images. Il s'agit de la Fluidothèque de Bertha Paramo. Saviez-vous que le sang traverse les reins 300 fois par jour? Que l'eau circule déjà dans le sang 5 minutes après avoir été bu et que notre nez produit jusqu'à 1 litre de morve par jour. La fluidothèque aborde le corps humain en dressant l'inventaire des fluides qui le traversent. Chaque chapitre, illustré dans une couleur différente, est consacré à un fluide corporel. Le mucus, la salive, le sang, la sueur, les larmes. Le texte, captivant et souvent hilarant, explique les processus biologiques en proposant vraiment plusieurs niveaux de lecture. Le traitement graphique, pour sa part, offre une lecture limpide, très, très dynamique et joyeuse des informations. Informations qui sont parfois encyclopédiques, d'autres plus analytiques ou encore plus intuitives. Un documentaire riche et complet et un peu mouillé.
Après l'Atlas des aventuriers et l'Atlas des explorateurs, Sarah Shepard et l'École des loisirs nous proposent cette année d'explorer le vaste univers des mystères. Des mystères connus et d'autres beaucoup moins connus. Des mystères historiques, géographiques, scientifiques et même archéologiques. L'Atlas des mystères est divisé en 15 grandes doubles pages, chacune explorant un phénomène inexpliqué, un lieu ou une créature mythique et mystérieuse. Le triangle des Bermudes, l'Atlantide, l'île de Pâques, Dracula ou le Yéti, ou même le Saint Graal. L'album, qui est destiné à des enfants de 8-12 ans, propose des explications sérieuses et vérifiées, mais truffées d'anecdotes et rigolotes et de faits intrigants. Comme dans les 2 albums précédents, les informations sont présentées de façon très, très visuelle et dynamique, dans de petits encarts, comme vous pouvez le voir, ce qui offre au lecteur, en fait, d'explorer la possibilité, en fait, d'explorer l'information comme il le souhaite. Informations, d'ailleurs, qui sont très, très variées. Et comme l'indique, en fait, son sous-titre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce qu'on ne sait pas. L'Atlas des mystères, c'est un documentaire, en fait, idéal pour les esprits curieux qui aiment l'étrange et le mystère, mais aussi vraiment un très, très bel outil à utiliser pour stimuler l'imaginaire. Face au changement climatique qui menace notre planète, comment voyez-vous le futur? Certains se préparent déjà à vivre sur la planète Mars ou dans un abri sous terre. D'autres, plus nombreux, cherchent des solutions pour protéger notre belle planète. La première solution, c'est, comme dans l'escargot, de ralentir et de changer nos modes de production et de consommation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gaspillage et la pollution. On peut faire le changement, on peut le faire en fait en changeant nos comportements individuels, mais l'action collective est en fait indispensable. Dans le documentaire Des insectes au petit déjeuner, Madeleine Finlay nous invite à aller à la rencontre de citoyens, de scientifiques, d'ingénieurs, d'architectes ou de paysans de partout à travers le monde qui réfléchissent, inventent, innovent ou expérimentent de nouvelles manières de se déplacer, de se nourrir ou de s'habiller. Tous ensemble, ils cherchent des solutions, low-tech ou high-tech, proposant des idées géniales ou absurdes pour préserver en fait notre environnement et la biodiversité. Dans une forme très originale et hors du commun, les insectes au petit déjeuner nous permettent d'ébaucher une réponse à la question qui est posée en page couverture. Quel futur pour notre planète? Et vous noterez bien ici la forme au pluriel. Donc, quel futur avec un S? Petit dernier de la collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse, Mohamed Ali d'Alice Babin, et illustré par Camille de Cussat, trace le portrait d'un sportif légendaire, animé par une soif d'indépendance et de liberté. Vole comme un papillon et pique comme une abeille. Tel était le mantra de Mohamed Ali, figure incontournable des années 60, principalement connu pour avoir été l'un des plus grands champions du monde de boxe. Doté d'une forte personnalité, il a su marquer les esprits. Dès l'âge de 17 ans, en fait, grâce à son charisme légendaire, son assurance déconcertante et à ses techniques de combat uniques. S'il est célèbre pour ses victoires, Mohamed Ali est aussi connu pour s'être férocement engagé dans la défense des droits civiques, refusant de combattre durant la guerre du Vietnam, mais aussi et surtout dans sa lutte contre le racisme. Devenu le porte-parole du mouvement de libération des Noirs, il a ainsi incarné le visage de toute une génération opposée à la ségrégation dans une époque où, d'après lui, il était plus sûr de se battre dans un ring que dans les rues. Passons maintenant du côté des romans et de la bande dessinée. Et je vais faire en fait une brève incursion, très, très brève incursion du côté de la bande dessinée chez Gallimard Jeunesse.
Après un premier tome exceptionnel et un prix des libraires jeunesse dans la catégorie bande dessinée hors Québec, la suite de Lightfall arrive enfin en français. L'ombre de l'oiseau de Tim Probert nous plonge dans la suite de la quête initiatique palpitante entamée par la jeune Béa et son compagnon gadurien, prénommé Cad. À l'issue d'une bataille épique que l'on voit à la fin du premier tome, l'oiseau Kest, destructeur du soleil, s'est emparé de la dernière flamme. D'un jour à l'autre, les lumières menacent de disparaître à la surface d'Irpa. Cherchant désespérément une solution pour sauver la planète, la jeune Béa et son ami Cad partent à la recherche de l'esprit des eaux, censé leur donner des réponses. Mais ce sont des nouvelles questions qui l'attendent. Dans l'impasse, ils devront faire un choix. Arrêter l'oiseau mythique ou découvrir la vérité. La quête lumineuse et fantastique continue. Un nouveau voyage à couper le souffle dans le monde magique d'Irpa. Les gens qui me connaissent savent que c'est d'abord et avant tout les romans qui me passionnent dans la littérature jeunesse. Et croyez-moi quand je vous dis que j'ai vraiment un plaisir fou à préparer la prochaine sélection. Quand j'ai débuté la lecture de 19 jours sans Noah, écrit par Anne-Gaëlle Bald et publié dans la collection 9 de l'École des loisirs, j'ai tout de suite su que j'étais sur le point d'entrer dans une grande aventure. Quelque part entre Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, ce conte initiatique nous transporte dans un monde unique à l'imaginaire vraiment puissant. On se laisse littéralement happer par le rythme soutenu d'une histoire, la tension narrative de plus en plus forte et la finesse de l'écriture d'Anne-Gaëlle Bald. Les personnages sont attachants et complexes et laissent souvent le lecteur face à ses propres choix moraux et ses propres dilemmes intérieurs. Dans cette quête aussi troublante que révélatrice, on retrouve l'amitié. L'amitié qui unit et donne la force de continuer, mais aussi une amitié qui est plus nocive et parfois même destructrice. Au cœur d'un désert aride et dangereux, Salma et Cosmo espèrent le retour de leur grand frère Noah, qui est parti cueillir des dattes il y a de ça maintenant 18 jours. Afin d'échapper à une terrible tempête de sable, le jeune Cosmo va se réfugier sous une roche, où il va en fait suivre un jeune fennec qui va l'amener dans des dédales de grottes et de souterrains pour lui faire en fait découvrir un monde souterrain, un mystérieux royaume en fait sous la terre qui est gouverné par un jeune adolescent très imprévisible qui est à la fois charmeur et très, très cruel. Et dans ce monde, il va aussi y avoir en fait qui est peuplé d'animaux et d'enfants étranges. Donc, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Est-ce que Noah est pris dans ce labyrinthe? Est-ce que lui aussi a été sous l'emprise de Sorel, le jeune adolescent? Et comment on va faire pour retrouver la surface? Je vais vous laisser lire pour découvrir la réponse à toutes ces questions. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui serait arrivé si la petite sirène avait gardé sa forme humaine et s'était mariée avec son prince et si tous les deux avaient eu un enfant? Imaginez maintenant une nuit de tempête durant laquelle tout, mais je dis bien tout, va de travers. Les éléments se déchaînent et un bateau se fracasse sur les récifs. Le fanal du phare qui devait l'éclairer n'a jamais été allumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez maintenant une imposante et inquiétante demeure, la Maison Noire, qui soi-disant abriterait un terrible monstre. Et au milieu de tous ces éléments, une jeune fille, Loupiette, téméraire et avide de vérité, qui va chambouler tout sur son passage pour obtenir les réponses. Intriguant, n'est-ce pas? Publié dans la collection Médium de l'École des loisirs, La fille du phare d'Annette Chappe est un roman tout ce qu'il y a de plus étonnant. J'ai été transportée contre vents et marées
par cette histoire remplie d'humains amicaux et menaçants, de créatures mystérieuses apprivoisées et de pirates en colère. Avec une grande maîtrise de son récit et un style d'écriture lumineux, l'auteur arrive à nous surprendre à chaque détour, à chaque chapitre. Elle aborde en fait des questions et des thématiques aussi difficiles que l'alcoolisme, les relations père-fille, le travail des enfants et la différence corporelle dans une histoire qui est touchante et audacieuse. La fille du phare, c'est aussi un roman remarquable sur la force de l'amitié et de l'acceptation, mais aussi sur celle plus sombre des préjugés. Un livre à lire dès 11 ans et à relire dès la dernière page terminée. En 2018, nous avons tous été conquis par cet élégant petit hérisson à la houppette rebelle, imaginé par Jean-Claude Mourlevent. Les libraires du Québec lui ont même décerné le prix des libraires jeunesse en 2019 dans la catégorie Hors Québec pour les 6-11 ans. Et oui, vous l'avez deviné, ce cher Jefferson nous revient en grande forme dans une deuxième aventure tout aussi rocambolesque, humaine et palpitante que la première. 4 ans après la mémorable expédition des Ballardeaux, la vie a tranquillement repris son cours pour notre cher Jefferson et son fidèle ami, Gilbert le Cochon. Mais voilà que Simone, leur ancienne compagne de voyage, disparaît mystérieusement, laissant derrière elle une maison vide et un message obscur. Sans faire ni une ni deux, Gilbert et Jefferson repartent à l'aventure pour en fait retrouver leur amie Lapine qui est dépressive. Leur enquête les mènera cette fois-ci au cœur d'une secte douteuse où des humains magouilleurs promettent amour et guérison, moyennant quelques soutiens financiers. Les deux compères arriveront-ils à sauver Simone? Toujours avec autant d'humour et de tendresse, Jean-Claude Mourlevent renoue ici avec le petit monde animal de Jefferson, au plus grand bonheur de tous. Ses talents de conteur ne sont plus approuvés et pourtant, il arrive encore une fois à nous surprendre en abordant un thème, d'après moi, encore jamais inexploré dans la littérature jeunesse, celui en fait de l'endoctrinement. Et quelque part un peu plus sous-jacent, celui de la dépression et de la solitude. À travers l'enquête de Jefferson et Gilbert, Mourlevent, en fait, nous instruit et nous met même en garde sur les diverses ruses que vont employer les sectes pour faire venir à eux des initiés et souvent sur les mauvais traitements qu'ils vont leur infliger. Mais pourtant, en fait, le ton c'est jamais celui du jugement, mais jamais. Gilbert et Jefferson ne sont qu'amour, amitié et compréhension pour leur ami. Et c'est ce qui en fait encore une fois un roman exceptionnel. Je vais être honnête avec vous, j'avais beaucoup de réticence avant d'entamer la lecture du livre de Cathy Kirby, La vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooke, publié chez Gallimard Jeunesse. Je me disais avec une pointe de mauvaise foi, je l'avoue, oh non, pas encore un autre roman d'ado. J'ai lu le premier chapitre, puis un autre, puis encore un autre. Juste un petit dernier. Jusqu'à ce que mon fils vienne me chercher vers 7h, 7h30 pour me dire qu'il serait peut-être temps que je commence à faire le souper. On va s'entendre, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme une bonne série Netflix pour adolescents qu'on écoute en cachette et dont on attend la 2e saison avec fébrilité et impatience. C'est un vrai petit roman bonbon. Lottie Brooke, en fait, elle a 11 ans et 3/4 et sa vie est officiellement fichue. Pour sa rentrée au collège, elle n'a ni amis, ni coupe de cheveux de rêve et même pas de soutien-gorge. En fait, elle n'a même pas. Armée de son journal intime top secret et d'une bonne réserve de Kit Kat, elle est prête à affronter les nouvelles amies, les pyjamas parties, les coups de foudre et les coups durs, et à survivre aux moments extrêmement embarrassants de l'adolescence. Dans Lottie Brooke, les jeunes lectrices entre 10 et 13 ans
vont tout de suite reconnaître leur peur et leurs préoccupations de préadolescence. L'arrivée des menstruations, les premiers émois amoureux, les amitiés toxiques et le règne du bien-paraître. Et cette quête identitaire, c'est justement cette fameuse quête identitaire, souvent bien perturbante à cet âge-là. Le personnage de Lottie traverse toutes ces étapes nécessaires, en quelque part, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, en confiant tout son désarroi à son journal. J'ai très aisément reconnu la jeune femme en devenir que j'étais à cette époque-là. Et j'ai aucun doute, en fait, que d'autres jeunes trouveront dans ce personnage un certain réconfort dans sa petite vie extrêmement embarrassante. Et maintenant que l'heure du dîner approche, permettez-moi de vous donner l'eau à la bouche et de vous titiller et de titiller vos papilles gustatives. Et pour se mettre en appétit, quoi de mieux qu'un petit extrait du tout premier tome d'une série pour les 7-9 ans qui s'annonce gourmande et rigolote, aux douceurs enchantées d'Aurélie Guerluch. Les gâteaux, j'adore ça. Parce que c'est trop bon, bien sûr, mais aussi parce que ça rend les gens heureux. Partager un dessert avec sa famille ou ses amis, c'est une façon de dire qu'on les aime et qu'on est content d'être avec. Parfois, quand on a une dure journée, ça remonte le moral de s'accorder un petit plaisir sucré. Passer mon temps entre de belles pâtisseries multicolores, je n'attends que ça. Dans les sablés de Métamorphose, Candy apprend en fait que sa grand-mère est une pâtissienne, une magicienne qui combat le mal et l'injustice avec des pâtisseries enchantées. Et Candy aurait elle aussi hérité de cet art ancestral. Mais bon, sa première recette de biscuits ne tourne pas exactement comme elle l'aurait escompté. On aime découvrir cet univers magnifique et gustatif qui a tout pour plaire aux lecteurs débutants. Les illustrations de Maude Bégon qui donnent vie à ce monde fantastique et la fameuse recette de biscuits des Métamorphoses que l'on retrouve dans le rabat de la 4e de couverture. Juste ici, un premier roman à déguster avec délectation et plaisir. Après nous avoir raconté en fait la vie d'Athéna, de Pénélope et d'Ariane, Isabelle de Pandazopoulos se renoue avec sa série Héroïne de la mythologie, dans un quatrième roman adapté au premier cycle du secondaire. Dans Déméter l'indomptable, toujours aussi superbement illustré par Gazole, l'auteur explore cette fois-ci les joies, les peines et les peurs d'être, oui, une femme, mais d'abord et avant tout d'être une mère. Toujours avec autant de brio, elle nous parle de cette force phénoménale que doit avoir une mère pour laisser son enfant voler de ses propres ailes. Et lorsqu'elle le fait enfin, de ce bonheur, de cette immense fierté sans fin qu'elle ressent pour cet enfant qu'elle a mis au monde. Fuyant l'Olympe et ses intrigues, Déméter, la déesse de la nature, n'est heureuse que parmi les arbres, les fleurs et les animaux. De son amour pour Zeus naît une fille, Corée, avec laquelle elle vit un bonheur parfait, jusqu'au jour où Hadès, le dieu des enfers, enlève Corée pour en faire son épouse. Pour retrouver sa fille, Déméter l'indomptable va secouer ciel et terre, bouleversant l'équilibre du monde. Un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier, qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Une héroïne irrésistible, une famille à la créativité débridée et un couvre-chef volé. Tout y était dans le premier tome de la maison Chapelier, écrit par Tamzin Merchant et publié chez Gallimard Jeunesse. Et cet automne, gardez un petit espace dans votre bibliothèque pour la suite enlevante des aventures de Cordelia Chapelier. Depuis qu'elle a découvert une carte cachée dans la longue vue laissée par son père, Cordelia parcourt Londres toutes les nuits dans l'espoir de le retrouver. C'est ainsi qu'une nouvelle ribambelle et de péripéties commence,
avec une société secrète de cartographes, des énigmes, mais aussi la plus terrible des menaces. La magie est en train de disparaître. Pour la préserver, Cordelia doit parvenir à créer en fait une grande alliance entre toutes les familles d'artisans qui se détestent depuis plusieurs générations. Une suite loufoque, magique et palpitante, pleine d'inventivité. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et finalement, il est déjà en librairie, vous l'avez peut-être même déjà lu. Mais permettez-moi tout de même de vous présenter. Dans un troisième opus de la série Les Animaux Fantastiques, J.K. Rowling et Steve Kloves nous offrent ici le texte du film Les Secrets de Dumbledore, qui a pris d'assaut les cinémas à l'été dernier. Une édition enrichie de nombreux bonus sur les coulisses du tournage, des dessins préparatoires de costumes, des plans de scène en 3D, les commentaires des créateurs et des acteurs principaux du film. Quel moldu ou sorcier digne de ce nom pourrait y résister? Et on le sait maintenant, si vous suivez en fait les réseaux sociaux, vous avez vu que Harry Potter continue d'être aussi enlevant et nous invite cet automne à un grand bal. C'est déjà la fin. Je vous rappelle en fait que la présentation et l'enregistrement vont vous être envoyés par courriel. Je vous dis aussi que si jamais vous êtes intéressé à m'inviter à faire des présentations de nouveautés ou des présentations thématiques dans vos librairies ou vos bibliothèques, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir d'abord de vous rencontrer, puis ensuite de vous présenter le fond de nos éditeurs. Et en fait, je vais aussi vous donner un prochain rendez-vous, vendredi le 25 novembre, au Salon du Livre de Montréal, pour une rencontre qui aura lieu à la fois en présentiel et en virtuel. Merci infiniment à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et une rentrée littéraire pleine de merveilles à découvrir. Bonne journée.